Donc, bienvenue à vous, Guillaume Poitrinal. Merci. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir pour écouter Guillaume Poitrinal, patron très inspirant? Oui. J'aimerais bien pouvoir interviewer Guillaume Poitrinal, s'il vous plaît. Vous voulez bien vous asseoir? Merci. Donc, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Guillaume Poitrinal. Alors, vous présidez la Fondation pour le patrimoine. J'imagine que vous êtes un peu en deuil, je ne sais pas, Oui, par on a perdu. le départ du général Georges Lain, qui était chargé de la supervision des travaux de rénovation de Notre-Dame. Voilà, et c'est très triste, et c'était évidemment un accident dramatique, mais il y a eu un hommage national qui lui a été rendu. Je pense que ce que les entreprises vont se souvenir, vous savez, les entreprises ont financé plus de 85% en fait du budget de reconstruction. Et je pense que les entreprises se souviendront de la très grande discipline dont le général a fait preuve dans la définition du programme de rénovation. Puisque les gens ne s'en souviennent pas, mais au début, on a eu toutes sortes d'idées qui sont arrivées sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour rénover Notre-Dame. Est-ce qu'il fallait faire une charpente en acier, en béton? Est-ce qu'il fallait faire des œuvres d'art sur la flèche? Et je pense que le général a tenu bon sur le respect d'un principe qui nous anime à la Fondation du patrimoine, qui est qu'on reconstitue toujours le plus possible à l'identique dans l'état des connaissances techniques dont on dispose. C'est quoi cette Fondation du patrimoine et comment ça marche? À quoi ça sert? La Fondation du patrimoine, elle est née du monde des entreprises, puisque c'est Édouard de Royère en 1996 qui va convaincre Jacques Chirac de créer par la loi une fondation. Et cette fondation, elle a été imaginée, créée, elle est encore administrée par une vingtaine d'entreprises de rang international. Aujourd'hui, cette fondation, c'est quoi? C'est 800 bénévoles sur le terrain qui sauvent entre 500 et 700 bâtiments en France, partout dans le territoire. Donc c'est 36 000 objets de patrimoine qui ont été sauvés depuis 1996. Des églises Des églises, des lavoirs, des petits musées, des maisons d'auteurs, toute la richesse en fait du patrimoine français qui est défendue par la Fondation, par ses bénévoles, qui sont des bénévoles de terrain, par les entreprises qui sont généralement les grands mécènes de la Fondation du patrimoine, par les particuliers aussi qui font des dons, par le loto du patrimoine que vous connaissez et qui est animé par Stéphane Bern et qui chaque année remporte davantage de succès. Donc, et puis par l'État qui verse à la Fondation les successions en déshérence, le bénéfice des successions en déshérence. Donc pas mal de fonds issus de sources variées avec un seul objectif, améliorer, réparer, sauver ces bâtiments et assurer l'attractivité de la France en même temps qu'assurer une certaine unité sociale dans tous ces villages qui sont en fait pour beaucoup uniquement riches de leur patrimoine, de leur église, de leur lavoir, de leur petite maison d'auteur, de leur petit musée. Bravo. Alors, vous êtes aussi un patron engagé pour la transition écologique. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est paru il y a quelques mois maintenant. Il y a un an voilà, déjà. Il y a un an. Il y a un an déjà. Bon. Et qui appelle à une écologie de l'action face à la tentation du renoncement et de la décroissance. Ça fait écho au discours de Patrick Martin tout à l'heure. Et ce matin, vous avez publié dans l'Opinion une tribune. Vous l'avez bien publiée, votre tribune? Demain. Demain. Bon, elle sera publiée demain. Bon. Mais vous me l'aviez passée en amont, donc c'est pour ça. Donc demain, vous publiez dans l'Opinion une tribune dans laquelle vous affirmez que ce sont les entreprises qui vont sauver le monde. Comment vous en êtes si sûr? En fait, c'est une réflexion que j'ai menée pour la rédaction de ce livre qui s'appelle Pour en finir avec l'apocalypse. Donc le sujet est assez simple à comprendre. Et je défends une écologie de l'action. Donc j'ai vu qu'il y avait un débat tout à l'heure avec Jean-Marc Jancovici que j'aime beaucoup. Moi, je suis d'accord avec Jean-Marc Jancovici sur 80% du sujet, sauf la conclusion. C'est-à-dire, je pense que nous n'avons pas le choix que d'être optimistes, puisque être pessimiste, de toute façon, ça nous emmène dans le mur. Donc c'est un peu le pari de Pascal. Si on ne croit pas à la possibilité de réparer la planète, à la possibilité de décarboner notre économie,
on va nulle part. Alors pourquoi est-ce que je pense que ce sont les entreprises qui vont sauver le monde ? Tout simplement par défaut ou par... qui peut sauver le monde à part les entreprises ? Est-ce que vous pensez que les États vont sauver le monde ? Donc les États, ils gesticulent, ils font des tas de conférences, il n'en sort pas grand-chose. On a fait la COP 21 il y a 10 ans, et cette année, en tout cas en 2022, on va avoir le record d'extraction du charbon, le record d'extraction du pétrole et le record d'extraction du gaz. Donc très honnêtement, on peut toujours continuer à faire des conférences internationales, je pense que c'est très utile, mais il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir agir. L'autre possibilité, c'est est-ce que ce sont les peuples eux-mêmes qui vont sauver la planète ? Et moi, j'ai des doutes quand je lis les choses sur aujourd'hui ce qui est débattu dans l'écologie. Le thème à la mode, c'est la décroissance. Ça a encore été défendu à 150 mètres d'ici il y a une heure. La décroissance, c'est la pauvreté. Et la pauvreté, il n'y a rien de pire pour la planète. Il suffit de voyager dans les pays dits en voie de développement pour voir l'état en fait, de leurs préoccupations écologiques. Il existe peu. Et c'est normal parce que quand on ne sait pas ce qu'on va manger le soir ou comment on va pouvoir s'occuper de ses enfants, évidemment, on a peu de temps et de passion à développer sur le thème de l'écologie. Donc je pense que ce sont les entreprises qui vont sauver le monde. Et comment est-ce qu'elles vont le faire ? Elles vont le faire d'abord peut-être par compréhension en fait, du monde dans lequel on est, mais elles vont le faire aussi par intérêt. Donc les entreprises, elles sont placées beaucoup plus que les peuples et beaucoup plus que les gouvernements, sous une pression 360 degrés sur le sujet climatique. C'est-à-dire qu'elles sont sur la pression de leurs banquiers, elles sont sur la pression de leur conseil d'administration, elles sont sur la pression de leurs salariés et elles sont sur la pression des consommateurs. Donc l'entreprise est au centre du dispositif et c'est probablement de tous les joueurs, l'entreprise est probablement l'acteur le plus concerné. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en fait, il va falloir beaucoup de technologie et beaucoup d'investissements pour imaginer un monde décarboné. Beaucoup de choses qui ont été faites ici ont été faites à grand renfort d'émissions de CO2. Donc les matériaux sur lesquels, là vous avez du bois, mais vous avez pas mal de matériaux qui sont des matériaux extrêmement émetteurs, cette poutre en acier, vous avez des tas de choses. Si on dit demain le CO2 est reconnu comme un poison, il va falloir réinventer énormément de choses, il va falloir investir énormément de choses. Et d'ailleurs, ce qui est oublié partout, c'est que cet investissement va créer de la croissance économique. Donc je suis absolument persuadé que ce sont les entreprises. Et puis troisièmement, pourquoi est-ce que les entreprises vont aller dans ce sens-là ? Tout simplement parce qu'elles vont y trouver un intérêt économique et financier. Et je suis absolument persuadé que demain, les produits bas carbone, les produits à fort contenu environnemental vont être des produits de désir et donc des produits à valeur ajoutée. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir justifier de se vendre plus cher et de créer une valeur ajoutée. Et l'exemple qui est devant nous et qui est sous nos yeux et dont personne ne parle, c'est Tesla. Tesla, c'est l'exemple d'un succès financier, boursier, avec des voitures qui sont vendues 1,5 fois plus cher que leurs concurrents, tout simplement parce qu'on vend ce contenu écologique. On vend cette surperformance écologique, cette valeur ajoutée écologique. C'est ce que vous avez fait, vous, en tant qu'entrepreneur, avec Woodeum, c'est ça ? Donc, il y a 10 ans, j'ai arrêté le béton. Enfin, j'en mets beaucoup moins. Et donc, je fais, en effet, uniquement, aujourd'hui, je suis promoteur immobilier, je fais uniquement des bâtiments bas carbone, en calculant l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie, construction, exploitation et fin de vie. Et voilà, et donc j'ai créé une première entreprise avec Philippe Zivkovic qui s'appelle Woodeum, qu'on a revendu à Altarea Cogedim il y a 3 mois maintenant, pour se concentrer sur les bureaux. Donc on a aujourd'hui en œuvre 300 000 m² de bureaux, ça représente un peu plus de 2 milliards d'euros d'investissement sur des bureaux en Île-de-France, qui sont des bureaux en bois, donc hyper bas carbone, généralement fonctionnant à la géothermie. Je me permets une petite parenthèse sur la géothermie. C'est la grande inconnue des ENR, mais c'est absolument formidable parce que c'est une énergie renouvelable qui est à la fois continue et pilotable. Et donc, c'est une ressource pour nous, les Français, et surtout en Île-de-France, absolument formidable pour créer de l'énergie, du froid et du chaud. Quel lien vous faites entre votre engagement pour le patrimoine et pour la transition écologique ? C'est la même chose, c'est mon même combat. Le combat, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Est-ce qu'on va laisser à nos enfants des villages avec des églises fermées qui s'effondrent,
avec des musées où on a des choses merveilleuses à visiter et qui sont juste fermés et interdits à la visite? Est-ce qu'on va concentrer notre énergie sur quelques palais, quelques musées parisiens, Notre-Dame, ou est-ce qu'il faut défendre la France entière? Et puis sur cette question écologique, elle est vraiment toute simple. Je pense qu'il faut tous qu'on s'engage, tous qu'on comprenne que demain, le CO2, il va falloir le calculer, il va falloir le compter, il va falloir le montrer. Alors, qu'est-ce que l'État, quand même? L'État peut faire quelque chose. Vous demandez quelque chose dans votre livre à l'État? Surtout pas de grands plans d'investissement financés par l'impôt et par le déficit public, parce que je pense que ça ne mènera à pas grand-chose. On sait aujourd'hui mesurer l'inefficacité de l'État sur certains domaines. Donc je crois que ce que peut nous apporter l'État, c'est ce qu'il nous a apporté pour le mètre étalon et pour le kilogramme, c'est-à-dire le thermomètre. Qu'est-ce qu'est l'empreinte carbone d'un produit? Comment calculer l'empreinte carbone de cette table, de votre paire de chaussures, de votre tablette? Qu'est-ce qu'est l'empreinte carbone? Parce qu'on a besoin d'un et un seul référentiel. Je plaide pour l'étiquetage carbone de tous les produits sur les rayons d'hypermarché pour que tous vous puissiez faire la différence entre une tongue fabriquée en Chine avec des hydrocarbures saoudiens et fondue grâce à de l'électricité issue du charbon. Et assemblée par des enfants. Et peut-être assemblée par des enfants. Et une paire d'espadrilles fabriquées en Vendée avec du chanvre, du lin et de l'énergie nucléaire. Donc vous avez un rapport de 1 à 100 dans l'empreinte carbone de ces deux produits. Je vous assure que la plupart des Français ne sont pas au courant. Donc il faut, à côté du prix, absolument le plus vite possible l'empreinte carbone CO2 de tous les produits. Et c'est comme ça qu'on va réindustrialiser la France, parce que ça veut dire du circuit court, de l'industrie locale. Et évidemment, le grand avantage de la France, c'est d'avoir à sa disposition cette énergie nucléaire qui prouve qu'on est capable de vivre dans un monde avec très peu d'émissions et de façon extrêmement confortable. C'est notre quotidien, mesdames et messieurs, à nous tous. Merci infiniment, Guillaume Poitrinal. J'allais vous demander si vous étiez optimiste, mais en fait, toute votre intervention montre que vous l'êtes. Donc voilà, merci. On n'a pas le choix d'être optimiste. Il faut être optimiste. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.